Oh là, il y a vraiment plein de monde. On attendra, Alexei, on attendra. On ne va pas se laisser décourager par une grosse queue. T'es certain, Yuri? Pour la formulation, je veux dire. Il se retourna vers son ami, juste derrière lui, dans la longue file d'attente des candidats carbonautes de l'Union des républiques socialistes de Kerbin. Ça faisait chaud au cœur de voir ces 20 camarades prêts à se lancer dans l'aventure spatiale, prêts à mettre leur vie en jeu pour la grandeur de la mère patrie, tous totalement à poil. Bon, fallait pas trop baisser les yeux, sinon ça distrayait le massif Alexei Kerman de sa mission. Le gaillard n'était pas très à l'aise à l'idée de contempler le service 3 pièces de ses futurs collègues. Quelle formulation demanda Yuri. Alexei, qui avait, comme de par hasard, le regard sur la file d'attente de son ami pile à ce moment-là, ferma les yeux un instant. Il n'avait pas envie d'y penser. Non, rien, ça avance de toute façon, répondit-il pour changer de sujet. Sa silhouette puissante ne passait pas inaperçue, et il espérait bien que ça jouerait pour lui. Il était le digne représentant de l'URSK, grand, fort, volontaire, intelligent, au sang-froid aussi légendaire que ses réflexes aux commandes d'un avion, au torse recouvert d'un pelage viril, digne d'un ours des grandes plaines de Wibérie, un homme, un vrai... Ah bah ça va pas le faire, hein. Vous pouvez rentrer chez vous. Alexei mit un instant avant de se rendre compte que c'était à lui que parlait le médecin. Il était encore dans la file d'attente des candidats. Et le Kerbal, arborant le teint vert clair d'un type qui ne voit jamais le soleil, le regardait d'un air un peu hautain, tapotant du pied comme s'il attendait quelque chose. Difficile de paraître supérieur lorsqu'on fait une tête de moins que son interlocuteur, mais le médecin y arrivait très bien. Il devait avoir des cours à la fac pour ça. Et puis il était habillé, lui. Quoi fit Alexei en rouvrant les yeux. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes beaucoup trop poilu. L'aspirant carbonaute baissa les yeux sur son torse viril, un peu surpris. Mais il en fallait plus pour qu'Alexei Kerman se dégonfle. C'est quoi le rapport entre mes poils virils et partir dans l'espace? C'est pourtant simple, soupira le médecin. Pour vous envoyer en dehors de notre atmosphère, il faut vous poser des électrodes pour surveiller vos signes vitaux et tout ça. Et vous avez déjà essayé de poser un autocollant sur de la moquette? Yuri, dans son dos, pouffa sans desserrer les dents. Le traître. Bien, camarade, c'est noté, je me raserai, répondit-il d'un ton professionnel et volontaire. Bien sûr, bien sûr. Dans un premier temps, pour sortir de l'atmosphère ou pour aller sur la Lune. Mais lorsque nous irons sur Duna, même si c'est la planète la plus proche de Kerbin, le voyage durera plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vos poils auront le temps de repousser, et hors de question de se raser en 0G. Vous imaginez le bordel dans la cabine avec des petits poils qui volent de partout? Mais commença Alexei, qui n'allait quand même pas laisser une affaire de pilosité abondante l'empêcher d'accomplir son rêve et son engagement envers la mère patrie. Il trouverait bien une solution pour se raser quand même, quitte à s'épiler à la cire. Il frissonna d'horreur à cette pensée, comme tout homme raisonnable. Non, non, vous avez vu le monde qu'il y a, on trouvera des candidats suffisamment glabres. Désolé, camarades, nous ne sommes pas tous faits pour aller dans l'espace. Regardez, moi, je ne suis pas carbonaute, mais j'ai trouvé une autre façon de servir mon pays. Vous trouverez votre voie, mon garçon. Et sur ces mots, qui se voulaient encourageants, il reprit son inspection des autres Kerbal qui attendaient leur tour. Ses yeux détaillèrent Yuri quelques instants, et il passa au suivant sans faire de commentaires. Alexei leva les yeux au ciel en poussant un bruyant soupir. C'était vrai que le camarade Yuri n'avait pas sa toison pectorale digne d'un grizzly. Pas question que je me laisse arrêter dans ma destinée par un docteur imbu de son petit pouvoir, dit-il à son ami dès que le dit médecin se fut éloigné suffisamment. Bah, faut te raser, répondit Yuri sans hésiter. Ni une, ni deux, les compères sortirent de la file d'attente et, après avoir réenfilé leurs vêtements, filèrent dans le couloir. Ils n'étaient pas bien familiers des bâtiments de la Cité des Étoiles, cet immense centre d'entraînement construit non loin de Mousco. Tout était flambant neuf, symbole brillant de la puissance de la nation. Mais ça manquait d'un service d'étage à qui ils auraient pu demander un rasoir. Bon, on va où demanda Yuri. Suis-moi, répondit Alexei qui n'en avait aucune idée. Il traîna son ami dans les couloirs, totalement au hasard.
Lorsqu'ils croisaient quelqu'un, ils essayaient de se cacher. Un coup dans un placard à balai, un coup dans les toilettes des filles, heureusement vides, un coup dans la cage d'escalier, et lorsqu'ils ne pouvaient pas se cacher, ils faisaient en sorte d'avoir l'air sûr d'eux et de marcher d'un pas volontaire. Personne ne demandait jamais les raisons de sa présence à quelqu'un qui avait l'air de savoir où il allait. Là! S'exclama soudain Alexei en passant devant une simple porte en bois. La plaque indiquait Sergueï Kerman. Avant que Youri ne eût le temps d'élever la moindre protestation, le colosse au poil d'ours frappa du poing sur le battant. Les coups retentirent comme s'il avait essayé de fendre une bûche. Pas de réponse. Alexei fit un petit sourire victorieux avant de poser la main sur la poignée. Son ami regarda à droite et à gauche, vérifiant que personne n'arrivait, avant de faire un petit signe de tête. La porte s'ouvrit sans grincer et les deux Kerbal rentrèrent sur la pointe des pieds dans le bureau du chef. Il était bien désert. C'était une bonne nouvelle. « Qu'est-ce qu'on fout là ?» chuchota Youri. « Sergueï, il bosse dur. Parfois il rentre pas chez lui. Il doit bien avoir de quoi se raser. » Ils fouillèrent rapidement, en transpirant un peu quand même, car s'ils s'étaient fait attraper à fouiner dans le bureau du responsable du programme spatial de l'URSK, ils auraient eu des problèmes bien plus importants que le seul fait de se faire virer comme des malpropres. « Oui !» s'exclama soudain Youri en brandissant un petit sac de cuir. Comme deux adolescents qui se planquent pour fumer une clope, Youri et Alexei, futurs carbonautes de la grande nation kermanique, filèrent aux chiottes. Aux grandes dames du concerné, pour enlever les poils, il fallut se remettre à poil. Un instant plus tard, Youri, armé d'un rasoir de fort belle facture, était penché sur le dos de son ami, nu comme un verre, et l'enduisait de mousse à raser. D'un massif kerbal gaulé comme une armoire, à la peau d'un verre profond recouverte d'une épaisse toison noire, le pauvre Alexei se retrouva statue informe de mousse blanche, d'où dépassaient deux gros yeux ronds, dans lesquels brillait la crainte que Youri dérape. Mais Youri, qui avait les mains assurées d'un futur carbonaute, ne dérapa pas. Et, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Alexei se retrouva lisse comme un bébé et les toilettes étaient bouchées. Le temps de courir à l'infirmerie, et les deux compères étaient de retour parmi les candidats, à peine essoufflés. L'attente fut difficile. Allait-il se faire repérer par le médecin? La peau irritée d'Alexei allait-il les trahir? Sergueï remarquerait-il l'absence de son kit de toilette? Pour la grandeur de la mère patrie, il n'en fut rien. Ils furent séparés, et le docteur le vit passer devant son bureau sans même se rappeler qu'il l'avait viré une heure plus tôt. Pas très physionomiste, le type. Les deux amis firent les exercices demandés, chacun dans leur coin, non sans croiser les doigts pour la réussite de l'autre autant que pour la leur. Il fallut faire du sport, facile, se soumettre à des prélèvements, facile, répondre à des questions, facile, prouver sa valeur autant que son patriotisme, facile. La journée fut animée, mais Youri et Alexei furent tous les deux sélectionnés pour le programme KV-1, le premier vol spatial habité de l'histoire de Kerbin. Alexei et Youri ne se privèrent pas de rigoler. Le Kerbal devant eux venait de vomir tripes et boyaux après seulement 6 minutes de fauteuil tournant, le petit joueur. Le colosse, dont les poils commençaient déjà à repousser, s'installa à son tour. Il était ravi, son sourire dévorait son visage, et il s'attacha tout seul au siège métallique boulonné à une plateforme tournante. Le but de l'exercice était d'habituer son oreille interne à la désorientation et aux nausées provoquées par l'absence de gravité. Quoi qu'il en soit, c'était beaucoup plus drôle que les cours théoriques qui avaient occupé toute la matinée. Apprendre par cœur le moindre circuit du module KV1, le moindre de ses codes erreurs, la moindre des procédures, c'était important, aucun des deux compères ne l'aurait nié, mais ce n'était pas vraiment passionnant. Bon, si on leur avait posé la question et qu'ils avaient eu le droit d'y répondre sincèrement, ils auraient probablement expliqué que c'était chiant comme la mort, et que de toute façon, en cas de problème pendant le vol, ils risquaient fort de ne pas avoir le temps de mettre la moindre de ces procédures en application. « Allez, on tourne !» s'exclama Alexei, ravi de bouger un peu. L'opérateur, avec un « C'est parti mon kiki !»
digne d'une fête foraine, appuya sur le bouton de mise en marche. Toute la pièce se mit à tournoyer autour de l'aspirant carbonaute qui envoyait des sourires provocateurs à ses collègues à chaque fois qu'il passait devant lui. Il leva le pouce d'un air triomphant et l'expérimentateur accéléra. La complexion d'un verre profond d'Alexeï blanchit sérieusement, mais il serra les dents et s'accrocha à son siège. Hors de question qu'il se plante. Déjà que ses performances de la semaine précédente en chambre hypoxique n'avaient pas été terribles. Bon, en même temps, quelle idée d'enfermer de pauvres Kerbal dans une pièce dont on vire l'oxygène, pour vous habituer en cas de fuite d'air du module qu'ils ont dit. On peut vraiment s'habituer au manque d'oxygène ? Bon, bref, ça avait été laborieux. Migraine, étourdissement, perte de mémoire et incohérence. Il était revenu au niveau intellectuel qu'il avait à 18 mois, ce qui était, d'après l'expérimentateur, bien mais pas top. Avec en plus son fichu palpitant qui ne palpitait pas régulièrement, enfin pas toujours régulièrement, ce qui avait fait tiquer le médecin. Légère arythmie cardiaque, avait-il prononcé dans sa barbe. Légère, faudrait pas que ça empire tout de même. Déjà que vous êtes presque aussi poilu qu'un gars que j'ai recalé il y a 4 mois, il faudrait pas que vous ayez le cœur qui flanche. Ah oui, bien sûr, docteur, avait sagement répondu le patient. Décidément, pas physionomiste le gars. Plus question de sourire provocateur ou de pouce levé, à part le pouce bleu de cette vidéo, bien entendu. C'était l'heure de la concentration et de l'efficacité. Alexeï serra les dents pour empêcher quoi que ce soit de ressortir, il en allait de sa fierté, et accessoirement de la possibilité d'être sélectionné pour une mission. Et puis, Yuri avait réussi sans vomir, alors qu'il soit damné s'il dégobillait sur ses collègues. Lorsque le fauteuil s'arrêta enfin, Alexeï remercia silencieusement toutes les divinités auxquelles il pouvait penser, descendit le plus dignement possible et rata la marche de la plateforme. Il battit des bras, comme un oiseau qui n'arrive pas à décoller, et s'étala de tout son long sur le carrelage. Si seulement cette foutue pièce voulait bien s'arrêter de tourner. Bravo, 10 minutes, à vitesse moyenne, avait dit l'opérateur avec un sourire sadique. Salve d'applaudissements sans enthousiasme dans la pièce. Pas grave, on verrait bien qui ferait le fier le lendemain, pour l'exercice suivant. Le reste de l'après-midi fut consacré au sport et à la musculation, ce qui allait très bien à l'aspirant Alexeï qui excellait dans ce domaine. Les nuits étaient courtes, mais lourdes. Après les journées interminables qu'il vivait, il suffisait de poser la tête sur un oreiller pour sombrer dans le plus grand des sommeils. Cette nuit-là, Alexeï dormit comme un bébé à poils longs, sans se douter de ce qui l'attendait le lendemain. Le vocabulaire développé par les aspirants carbonautes dans la centrifugeuse manquait sérieusement de diversité. Alexeï regardait le visage du Kerbal qui tournait dans la centrifugeuse en masquant son inquiétude sous son masque de colosse viril sûr de lui. Ça ne déconnait pas du tout ce truc en fait. Les yeux de ses collègues semblaient prêts à leur sauter hors de la tête, leur visage tourné au blanc pendant que l'arrière de leur tête devenait vert foncé. De face on aurait dit des cadavres, de dos des courgettes. Alexeï n'était tenté ni par l'un ni par l'autre. Enfin au moins ils étaient habillés. Lorsque ce fut son tour de monter, il le fit sans montrer son angoisse, parce qu'un ours de Wibéry, ça a pas peur d'abord. Mais la tête du cobaye précédent, à genoux par terre, lui donnait envie de partir en courant. Heureusement, il en fallait beaucoup plus pour faire reculer Alexeï Haripovitch Kerman, qui monta bravement dans le petit fauteuil, situé dans une petite capsule, elle-même ficée au bout d'un long bras en métal. Vous avez déjà vu une fronde ? Eh ben le candidat, c'était le caillou. Et le caillou prenait des pointes à 8G dans les gencives. Il pesait 8 fois son poids, ce qui, pour un beau bébé comme l'apprenti carbonaute, représentait beaucoup. Dès les premiers tours, il eut l'impression d'être le passager d'une voiture de course au départ. Vroom ! C'était amusant en fait. Et puis la voiture était devenue un avion. Ça secouait déjà un peu plus, mais ça lui rappelait des souvenirs. Le haut-parleur de la petite capsule cracha soudain la voix de l'expérimentateur, le même sadique que la veille, qui clama avec bonne humeur. « Ok, t'es prêt ? On va pouvoir commencer. »« Comment ça ? Commencer ?» répondit Alexeï. «
Mais personne ne l'entendit, on n'avait pas pensé à l'équiper d'un micro. L'expérimentateur tourna le bouton de commande et la centrifugeuse accéléra petit à petit. 2G, 3G, 4G. Alexei commença à souffrir. Il sentait les larmes couler vers l'arrière de son visage et lui mouiller ses cheveux courts. Il arrivait à peine à cligner, et il sentait ses globes oculaires écrasés au fond de ses orbites et déformés par l'accélération qui l'enfonçait dans son siège. Il croisa les doigts pour qu'il n'implose pas comme deux oranges lancées contre un mur. Les doigts de pied, évidemment, pour éviter qu'on le remarque. C'était comme si un cheval s'était assis sur sa poitrine. Même respirer devenait difficile. La machine tournait, vouf, 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 et continuait d'accélérer sans faire preuve de la moindre pitié. Normal, les machines ne font jamais preuve de pitié. Mais l'expérimentateur qui tournait le bouton, lui, il aurait pu. Alexei, pour se changer les idées, s'imagina en train de l'étrangler avec ses deux grosses paluches. 5G, 6G. Oh, je vais crever. Finalement, heureusement qu'il n'avait pas de micro. Le cheval assis sur sa poitrine s'était levé pour laisser sa place à un hippopotame. Alexei luttait pour respirer, et les pauvres muscles de son ventre et de sa poitrine se démenaient pour remplir ses poumons de leur précieux oxygène. Il avait l'impression que la peau de son ventre essayait de lui toucher le dos. En fait, il avait l'impression qu'elle y arrivait. Il remercia Yuri en pensée, qui lui avait conseillé d'aller pisser avant l'exercice. 7G, 8G. L'hippo avait invité un éléphant, et il prenait tranquillement le thé assis sur ses côtes. Tous ces fluides tapissaient l'arrière de son dos, de son crâne, de ses jambes, mais il avait déserté le reste. Alexei, qui n'y voyait presque plus rien, essayait vainement de contracter ses cuisses pour faire remonter le sang vers son cœur surexcité, dans le maigre espoir qu'il arrive à en pomper quelques gouttes vers son cerveau. Il battait frénétiquement, à une vitesse ahurissante, mais il n'y avait rien à faire pour lutter contre l'écrasante accélération. Les pensées du futur carbonaute disparaissaient, et sa vision se réduisait jusqu'à ne plus former qu'un étroit tunnel devant lui. La lumière au bout du tunnel baissa en intensité. Les dernières formes visibles se firent floues, et Alexei perdit connaissance. Eh ben, vous avez eu de la chance de ne pas passer votre sélection avec moi, expliquait le docteur. Je vous aurais recalé. Vous êtes beaucoup trop poilu pour envisager une mission vers Duna. Vraiment pas physionomiste, ce mec. En effet, docteur, j'ai beaucoup de chance, répondit Alexei avec un petit sourire innocent. Mais sinon, à part les poils, pour ce problème de cœur et cette toute petite, minuscule et insignifiante perte de connaissance dans la centrifugeuse, c'est grave ? Le médecin se frotta le menton, l'air profondément songeur. Sa décision était pourtant déjà prise puisqu'il avait tamponné le papier qu'il devait remettre à l'apprenti carbonaute. Non, non, finit-il par dire. Je pense que ça ira. Les tests sont prévus pour vous pousser à vos limites, et vous avez, de par ailleurs, d'autres qualités qui compensent votre relative faiblesse. Alexei s'étrangla. Ah oui ? dit-il en réussissant à garder son ton innocent. Oui, j'ai ici les résultats de votre évaluation, et il est noté que vous avez fortement brillé lors des sauts en parachute. Bien que je ne vois pas pourquoi il serait important, vous n'allez pas sauter depuis l'orbite. Alexei fit semblant de rire avec lui. Et vous apprenez vite. Vous vous adaptez très bien aux changements de circonstances. Et bien entendu, votre volonté de faire vous permet de vous sortir de situations dans lesquelles vous n'êtes pourtant pas à l'aise. L'aspirant carbonaute savait déjà tout cela. Sergueï et ses différents formateurs lui avaient expliqué en long, en large et en travers. Mais le médecin aimait s'écouter parler, et Alexei ne rechignait pas à une petite épreuve supplémentaire. Il écouta religieusement jusqu'au bout et sans se plaindre. Il ne put s'empêcher de faire un geste de victoire en sortant du bureau du docteur, et la secrétaire lui fit un timide sourire. Il répondit en s'inclinant en une exubérante révérence avant de sortir d'un pas léger. Cette histoire de perte de connaissance avait bien failli lui coûter sa place. Mais il pouvait enfin se détendre, l'orage était passé. L'entraînement reprendrait dès le lendemain. Études, sport, tests, condensés dans des journées éreintantes de plus de 10 heures pleines,
mais pour l'instant, il était temps de se détendre un petit peu. Il se rendait au restaurant avec sa femme et un ami pour une petite soirée tranquille, le genre de soirée pour oublier un peu ses problèmes et ses craintes, pour passer un agréable moment, simple, sans enjeu, avec celle qu'il aime et un bon copain. Il rentra chez lui, guilleret, sentant déjà les bienfaits de quelques heures à penser à autre chose qu'aux risques et à la survie, aux problèmes et aux accidents, à l'efficacité et à la réactivité. Juste un bon repas et une belle soirée. Il riait dans la voiture avec Boris. Sa femme, assise sur la banquette arrière, riait avec eux, pendant que son ami les conduisait au restaurant dans sa belle Trabant toute carrée. Il longeait la forêt au centre de laquelle était construite la Cité des Étoiles, lorsque les roues dérapèrent sur une plaque de verglas. Les rires s'arrêtèrent, et Boris essaya de reprendre le contrôle de son véhicule, mais le climat en URSK n'était pas clément, et la voiture se mit en travers sur la route glissante de l'hiver moscovite. « Ah !» criait sa femme. « Ah !» criait Boris. « Eh merde !» dit Alexei en s'accrochant. Dans un grand fracas, la Trabant frappa le petit talus qui bordait la route et partit en tonneaux. Elle roula sur elle-même 3 ou 4 fois. Autant vous dire que c'était une vraie balade de santé après le fauteuil tournant ou la centrifugeuse. Le futur carbonaute regardait le paysage tournoyer en se demandant si c'était la fin de son rêve. Puis il se demanda si c'était pas aussi la fin de lui, de sa femme et de son pote, ce qui n'était pas particulièrement cool non plus. Soudain, il se sentit flotter, exactement comme il se sentirait flotter dans le module KV1, l'oignon comme l'appelaient les techniciens, une fois en orbite autour de Kerbin. La voiture tombait. Cela ne dura qu'une courte seconde, mais pendant cette courte seconde, les contenus du vide-poche et du cendrier, eux-mêmes, leurs vêtements, leurs bras et leurs cheveux, tout flottait dans l'habitacle. Pour être plus exact, tout tombait exactement à la même vitesse, ce qui revenait très exactement au même, et c'était aussi le cas pour un objet en orbite. Il tombait vers le sol, comme tout ce qu'il contenait. Mais comme il avançait assez vite pour éviter le sol, il continuait de tomber, en tournant autour de la planète. Sauf que là, la voiture, elle allait pas assez vite. Elle s'écrasa dans le lac moins d'une seconde après avoir basculé par-dessus la petite butte sur le bord de la route. Le choc sonna tout le monde, sauf Alexei. Après tout, qu'est-ce qu'un petit freinage brusque ? Un petit digé pendant un instant ? Sauf que l'avant de la voiture s'enfonça dans l'eau, et le liquide glacé monta dans l'habitacle sans leur laisser le temps de se reprendre. La froidure intense brûlait presque la peau, et Alexei ne perdit pas une seconde à tergiverser. Il se tourna pour attraper le corps de sa femme, inconsciente suite au choc. Sa tête avait cogné contre le fauteuil de Boris, et un gros hématome grossissait déjà sur son front. Pendant un court moment, le futur carbonaute se dit que ce serait pas mal d'inventer un genre de ceinture qui retiendrait les gens dans leur fauteuil en cas d'accident. Un peu comme les sangles dans la capsule KV1 ou dans la centrifugeuse. Mais pas le temps de s'en préoccuper. Il attrapa Svetlana par les aisselles et la tira en dehors de la voiture. Elle gémit doucement, mais sans se réveiller. L'eau montait vite, ils en avaient déjà jusqu'à la taille et elle était absolument gelée. Au sens propre du terme, la Trabant était passée au travers d'une couche de glace qui recouvrait le lac. Le froid saisissait Alexei, qui ne se laissait pas déconcentrer. Il se jeta à l'eau, littéralement, avec sa femme en remorque. Quelques brassées puissantes plus tard, il la déposait sur les galets, avant de faire demi-tour et de retourner chercher Boris. Cette fois, il était sous l'eau, mais qu'à cela ne tienne, Alexei plongea et nagea jusqu'au véhicule qui avait fini de couler. Il essaya d'ouvrir la porte conducteur, mais elle était coincée. Il mit ses pieds sur la carrosserie pour tirer plus fort, mais rien à faire. Impossible de la déverrouiller. S'il avait pu jurer, il l'aurait probablement fait, mais il était trop occupé à retenir sa respiration. Il fit le tour, passa par l'autre côté et agrippa son ami par le bras. Il le tira hors de l'eau comme il l'avait fait pour sa femme. Boris toussa dès qu'il atteignit la surface. Le froid menaçait de le paralyser. Il sentait ses muscles pris par des crampes et les tremblements se faisaient irrépressibles. Mais il parvint à tirer son ami jusqu'au bord où il l'allongea à côté de Svetlana. Il n'avait pas terminé. Tous les trois étaient frigorifiés. Boris et Svetlana étaient peut-être blessés. Ils devaient trouver des secours. Il fallut grimper le talus, avec des doigts qu'il n'arrivait plus à plier et qui lui faisaient mal comme s'il les avait mis dans le feu pour rejoindre la route.
Là, il put enfin faire de grands gestes à la première voiture qui passa, heureusement sans trop tarder. Pour la soirée détente, c'était raté. Mais Svetlana et Boris allaient bien. C'était le grand jour. 4 ans depuis qu'il avait accompagné par radio son pote Yuri Kerman pendant le premier vol d'un Kerbal dans l'espace. Mais aujourd'hui, c'était enfin son tour. Parfaitement sanglé dans un fauteuil moulé aux formes de son arrière-train aux côtés de Pavel Kerman, il n'avait rien d'autre à faire qu'attendre pendant que les ingénieurs finalisaient leur travail et vérifiaient que tout était paré pour le départ. Encore 1 heure, une longue heure à attendre avant que le module KV2, le petit poids, adapté pour 2 passagers, puisse s'élancer vers l'orbite. Au programme, une sortie extravéhiculaire, un tour dans l'espace, et c'est lui qui allait sortir le pied. Mais en attendant, ses pensées s'égaraient. Il se revoyait dans l'atelier de confection des sièges du module. Ils allaient encaisser une accélération d'au moins 6 G pendant le décollage de la fusée. Ils seraient si écrasés dans leur siège qu'il fallait éviter toute bosse ou irrégularité qui aurait pu leur faire mal. Du coup, fauteuil sur mesure, la grande classe. Sauf que pour faire ça, il faut faire un moulage du bonhomme. Et pas avec ses vêtements, sinon gare aux faux plis imprimés dans le siège. Le Kerbal en charge du moulage avait voulu assurer le coup. Il avait laissé Alexei dans le plâtre jusqu'à ce que ce dernier soit bien sec. Tellement sec qu'il avait emprisonné l'intégralité des poils de l'infortuné carbonaute. Impossible d'en ressortir. Alexei était pris au piège. Il sentait sa peau tirer dès qu'il essayait de se lever. Mais il avait beau forcer, il n'arrivait à bouger que les bras, seul épargné de la séance d'épilation. Il avait fallu amener un palan, avec une chaîne, que les ingénieurs avaient fait pendre sous son nez, en rigolant comme des bossus. Mais il en fallait plus pour immobiliser Alexei Kerman. Il avait agrippé la chaîne de ses grosses paluches poilues, et il avait tiré et tiré, bandant ses muscles en grognant sous l'effort et sous la douleur. Un bruit de déchirement, et il avait commencé à bouger. D'abord les épaules, puis le dos, les fesses, les cuisses et les mollets. Il s'arracha à son siège de plâtre en laissant derrière lui une belle moquette dorée. Bon, ça l'avait brûlé pendant 2 jours, mais il avait un très beau fauteuil, parfaitement ajusté à son postérieur. Alexei ouvrit un œil. Il se rendit compte qu'il somnolait à l'aube de la mission la plus importante de sa vie. Il se redressa et jeta un coup d'œil à l'horloge. Le compte à rebours était encore à 36 minutes. Il poussa un long soupir désespéré et referma les yeux. Le moulage du siège n'avait même pas été l'épisode le plus compliqué de la préparation de la mission. Les médecins voulaient savoir comment il réagirait au changement brutal entre l'intérieur confiné du petit poids et l'immensité indescriptible de l'espace. Ils avaient eu une idée, une brillante idée, du moins selon eux. Alexei avait été isolé et enfermé pendant 1 mois. Au départ, le calme soudain au milieu d'un entraînement féroce avait été agréable. Il en avait profité pour peindre. Il manquait de temps pour le faire depuis qu'il avait intégré le programme spatial. Tout en continuant à travailler et à faire du sport, bien entendu. Il n'était pas question de prendre du retard ou de laisser le physique se dégrader. Au bout d'1 semaine, la solitude se faisait pesante. Au bout d'1 mois, il en pouvait plus. Il accueillit le Kerbal qui vint le chercher avec un immense sourire naïf. Sans dire un mot, le gars l'avait traîné jusqu'à la piste de l'aéroport, l'avait jeté sur le siège du copilote d'un chasseur à réaction, et ils avaient décollé. Les acrobaties s'étaient enchaînées dès l'appareil en vol. Looping, vrille, tonneaux, piquets et autres chandelles avaient secoué le pauvre estomac du carbonaute, qui avait encaissé avec une dignité extérieure sans faille. À l'intérieur, c'était moins beau à voir, mais l'important c'était justement que tout reste à l'intérieur. « Allez, maintenant tu t'éjectes !» avait soudainement ordonné le pilote. Alexei n'avait pas hésité un instant. De toute façon, il rêvait depuis un bon quart d'heure de quitter ce foutu avion et d'aller prendre l'air. 10, 9, 8... Oh la vache! Il ouvrit les yeux en grand. C'était le décollage! C'était parti! Il allait dans l'espace! À 0, la fusée se mit à trembler alors que s'allumaient les 20 puissants réacteurs et ils commencèrent à s'élever.
Bon, bien entendu, ni Alexei ni Pavel n'y voyaient quoi que ce soit, prostrés qu'ils étaient dans leur siège baquet à l'intérieur d'une sphère étanche enfermée dans la coiffe de la fusée. L'un comme l'autre était parfaitement impuissants, à la merci des ingénieurs au sol, assis sur une bombe de 44 mètres de haut. Le bruit infernal des moteurs et les vibrations qui secouaient le moindre de ses os rappelèrent à Alexei que Sergueï avait ordonné, pour des raisons de place et de poids, qu'on supprime les sièges éjectables. Il n'y avait pas la moindre sécurité en cas de problème avec le lanceur. Bof, il balaya cette idée. Il n'y aurait pas de problème, ce serait quand même vraiment pas de bol que ça tombe sur eux, hein? Après tout, le décollage, ça n'est jamais que brûler une certaine quantité de carburant. Pas trop brusquement de préférence. La fusée a répondu à ses pensées en faisant une série de clonks sonores. Probablement les matériaux qui travaillaient à cause des violents changements de température. Probablement. Alexei jeta un coup d'œil à Pavel, assis juste à côté de lui dans l'étroit module. Il ne semblait pas plus rassuré que lui, pas du tout. La bouche grande ouverte en un cri silencieux, les yeux ronds, une larmichette qui coule à cause de l'accélération qui commence à se faire sentir. Non, décidément, ni l'un ni l'autre n'avait bonne mine. Ça commençait à pousser dur, la vitesse augmentait et l'accélération aussi. Les jets s'accumulaient. C'était comme dans la centrifugeuse, se dit Alexei. Le bruit, les vibrations, avec le risque d'explosion en plus. Il s'inclinait de plus en plus vers l'horizon, adoptant cette trajectoire arrondie qui devait les conduire à plus de 400 kilomètres d'altitude, ce qui n'était pas si impressionnant en fait, et à plus de 25 000 km/h, ce qui est déjà nettement plus balèze. La fusée commençait à se calmer, elle vibrait moins, elle clonquait moins, elle avait passé Max Q, ce point où les forces et contraintes qui s'exercent sur elle sont à leur maximum. L'atmosphère se faisait moins dense et la traînée moins avide. Les 4 boosters avaient été largués sans problème et retombaient vers Kerbin après avoir fidèlement rempli leur fonction. Il ne restait que les 4 réacteurs centraux de l'étage principal qui continuèrent de pousser pendant quelques minutes. Alexei et Pavel pouvaient enfin respirer. L'accélération était nettement moins importante avec les 4/5 de réacteurs qui venaient de se faire la malle. Brusquement, tout se coupa. Le bruit, les jets, les vibrations, il ne restait qu'un sifflement lointain du reste d'atmosphère ténue qui frottait contre la coiffe à plus de 15 000 km à l'heure. Leur poids disparut et un large sourire naquit sur leurs lèvres. Alexei posa un regard émerveillé sur sa main qui flottait juste devant son nez sans qu'il n'ait à solliciter le moindre muscle. Il eut tout juste le temps de réaliser ce qu'il se passait, et sa main retomba violemment sur le bord en plastique dur de son siège. Le premier étage avait été largué, et le second venait de démarrer. La pause n'avait duré qu'une seconde ou deux. Encore quelques minutes d'accélération pour viser une vitesse d'environ 25 000 km/h et se mettre en orbite, avec une apogée à quelques 470 km au-dessus du sol. C'était à la fois si loin et si proche. Enfin proche, si on tombe, ça fait quand même une belle gamelle. Pour l'instant, pas d'explosion. C'était une bonne nouvelle. La coiffe avait été larguée dès qu'ils avaient passé la ligne de Kármán. La fin de l'atmosphère, l'altitude au-delà de laquelle la densité de l'air est si faible qu'on considère que ça y est, on est dans l'espace. Plus rien ne protégeait leur vaisseau, le petit poids du vide spatial. Ça y est, je suis dans l'espace, pensa Alexei en jubilant. Le second étage s'arrêta enfin et fut largué à son tour. Il ne restait plus, sous le module, que le petit moteur qui devait leur servir à se désorbiter lorsqu'il serait temps de rentrer sur Kerbin. Ça y était, ils n'accéléraient plus, ils tombaient vers le sol, mais ils avançaient si vite qu'ils ne le toucheraient jamais. Tout objet tombant à la même vitesse, quel que soit son poids, ils avaient l'impression de flotter dans l'étroit module, et ils ne se privèrent pas de le faire. En moins de temps qu'il n'en faut pour éternuer, ils s'étaient détachés et s'ébattaient dans le peu d'espace qu'ils avaient, comme des poissons dans un aquarium. « Oui !» sifflait Pavel en traversant le petit pois. « Trop bien !» lui répondit Alexei en faisant un 38-tuple saut périlleux et en ne s'arrêtant de tourner que pour ne pas vomir.
Jouer en apesanteur, ça va 2 minutes. À un moment, il faut bosser. Et pour ce qui est de bosser, Alexei n'est jamais le dernier. Après un tour complet de Kerbin, il était temps de sortir. Il avait donc commencé à enfiler sa combinaison pendant que Pavel déployait le sas gonflable. Il allait confier sa vie à un sas gonflable. Gonflable. Lorsqu'il avait appris ça, il avait un peu toussé. Mais les ingénieurs lui avaient assuré que c'était du solide. Et ces ingénieurs avaient envoyé Yuri dans l'espace 4 ans plus tôt. Il savait ce qu'il faisait, la plupart du temps. Vous avez déjà essayé d'enfiler une combinaison étanche, climatisée, rigidifiée, en apesanteur ? Eh ben, Alexei non plus. Et c'est beaucoup moins évident que ça en a l'air. Le moindre mouvement le faisait tournoyer au milieu du petit pois, et le pauvre Pavel, en essayant de l'aider, avait pris un paquet de coups avant que sa combinaison ne soit enfin scellée. Ça y est, souffla Alexei au bout de 20 minutes. Pavel, couvert de bleu, le regarda d'un air sombre. Bah c'est pas trop tôt. Le carbonaute, parfaitement équipé, rentra dans le sas en tirant sur ses bras. Il y allait la tête la première, c'était facile. Retourner dans le vaisseau devrait se faire en marche arrière, ce ne serait pas la même salade. Mais Alexei n'y pensait pas pour l'instant. Il était tout entier à sa mission, à rendre fière la mère patrie, à accomplir son devoir, surtout à ne pas mourir en essayant. Il déverrouilla le sas. C'était déjà la galère. Les gants étaient si épais qu'il avait l'impression d'essayer de résoudre un Rubik's Cube avec des moufles en bronze. Enfin, ça aurait été le cas si le Rubik's Cube avait déjà été inventé. La porte s'ouvrit sans grincer. Normal, s'il n'y a pas d'air, il n'y a pas le moindre son. Et Kerbin se dévoila sous ses yeux, magnifique sphère blanche et bleue qui flottait dans l'immensité froide et obscure. Une minuscule bulle de vie au milieu d'un océan de mort. Alexei tira sur ses bras puissants et sortit la tête, puis les épaules, et resta là un instant, à contempler l'immensité, à contempler le vaisseau spatial sur lequel vivaient tous les gens qu'il aimait, tous ceux qui n'avaient jamais vécu. Chaque Kerbal était né et était mort sur ce minuscule bout de roche, filant dans l'abîme infini. « Piouf !» souffla-t-il. « Bah ça a de la gueule. »« Quoi ?» dit Pavel dans la radio. « Non, rien, j'ai dit qu'on se sentait seul. »« Tu n'es pas seul, camarade, je suis là, tous tes amis sont en bas, ils t'écoutent et ils t'attendent. »« Non, mais ça va, hein. Il faut plus que quelques milliards de kilomètres de vide dans presque toutes les directions pour effrayer Alexei Kerman. » Il en faisait des caisses, parce que son collègue venait de lui rappeler que le contrôle au sol entendait tout ce qu'il disait, et qu'il fallait être irréprochable si on voulait voler à nouveau après une mission. Mais il tremblait un peu dans sa combinaison. Lui, il tremblait. Et il n'en avait même pas honte. Il était dehors, dans le vide. Il était le premier Kerbal à fouler ce milieu si hostile, si difficile à atteindre, si étranger. Le noir profond de l'espace est impressionnant, mais c'est Kerbin qui est la plus magnifique, pensait-il en contemplant le spectacle extraordinaire qu'il était le premier à admirer. C'est notre seule demeure. C'est notre demeure, et il faut que je la défende comme une sainte relique. Elle est absolument ronde. Je crois que je n'ai jamais su ce que signifiait rond avant d'avoir vu Kerbin depuis l'espace. Allez, il était temps de faire le grand saut. Il s'assura que le câble fixé entre sa combinaison et le vaisseau était bien attaché, et il tira une nouvelle fois sur ses bras. Il était dehors, entièrement dehors, sans plus toucher la moindre partie du vaisseau, sa vie ne tenant très littéralement plus qu'à un fil. Ce fil tendu entre lui et le petit pois, ce fil qui lui permettrait de rentrer, ce fil sans lequel le vaisseau, à seulement 2 mètres de lui, serait totalement inatteignable. Son regard se perdit un instant sur les reliefs de Kerbin. Kerbol, leur étoile rien qu'à eux, éclairait si violemment en dehors de l'atmosphère que le pauvre carbonaute était complètement ébloui. Il reconnaissait néanmoins certains endroits, il paraissait si proche. C'était comme regarder un globe dans une salle de cours. Oh oui, les photos, ne pas oublier les photos. Il essaya de plier le bras pour attraper l'appareil fixé à sa poitrine, avec lequel il était censé prendre des clichés de leur planète, mais le bras refusa de se plier. Hein ? Fit-il sans comprendre. Quoi ? Répéta Pavel. Il devait forcer comme un dingue pour plier sa combinaison.
Elle était devenue presque rigide. Mais comment est-ce que... Ouh, pinaise, pensa-t-il, là je suis dans la merde. Il s'abstint néanmoins de prononcer ces mots à haute voix. La pression, c'était la différence de pression entre l'atmosphère maintenue dans la combi, pour qu'il puisse faire des trucs sympas comme ne pas mourir dans d'atroces mais courtes souffrances, et la pression extérieure, ou plutôt l'absence de pression extérieure. Les tests et les entraînements avaient eu lieu en piscine et ce problème ne s'était pas manifesté. La combinaison avait gonflé comme un ballon de baudruche. La première conséquence, c'était la difficulté à plier les membres. La seconde, c'était que ses mains n'atteignaient plus les gants et qu'il ne pouvait plus serrer les doigts. Enfin, si, il pouvait, mais dans la combinaison, pas les doigts de la combinaison. Du coup, c'était beaucoup moins pratique pour appuyer sur le déclencheur. Pavel, dit-il, il y a un petit souci pour les photos. Ah, quoi? L'appareil ne marche pas? Tu l'as laissé s'échapper? Trop de lumière? Non, rien de tout ça. Ma combinaison a gonflé. Je n'ai plus les mains dans les gants et je galère pour plier les coudes. Il y eut un court silence. Quoi? Cria Pavel après avoir profondément inspiré. Je répète, la combinaison a... Non, non, c'est bon, j'ai entendu, l'interrompit le pilote. Faut que tu rentres, tant pis pour les photos. Alexei tira doucement sur le câble pour se rapprocher du vaisseau, mais celui-ci avait accumulé un certain nombre de tours pendant qu'il flottait dehors. La tension désaccumula ses tours, et le carbonaute se mit à tourner comme une toupie. « Il commence à y en avoir à la caisse, là !» aurait dit son estomac s'il avait pu parler. Mais Alexei ne se laissait pas ralentir par des considérations aussi banales que le fait de se retrouver à tournoyer dans l'espace, dans une combinaison devenue trop grande et trop rigide, accrochée à un vaisseau spatial primitif via un cordon emmêlé comme un câble de téléphone que les moins de 40 ans n'ont jamais connu. Il tira comme il pouvait, sans se préoccuper des difficultés, jusqu'à arriver au contact du sas où il put enfin se stabiliser. Une fois l'horizon un peu calmé, il entra les pieds dans l'étroite ouverture et se laissa flotter pour entrer. Seulement, au niveau de la ceinture, la combinaison cogna sur les bords du sas. « Pavel ?» dit-il. « Il y a un petit souci avec le sas. »« Ah, quoi? Tu n'arrives pas à le refermer ?»« Non, j'arrive pas à rentrer. »« Quoi ?» cria Pavel sans avoir eu le temps d'inspirer. Je répète, non, ta gueule, qu'est-ce qui se passe encore? Bah, j'ai grossi, je passe plus la trappe. Il y eut une pause dans la conversation, comme si le pilote cherchait à savoir si son collègue se foutait de lui ou pas. Mais t'as pas profité d'être dehors pour te baffrer de sucreries quand même? Chef, répondit le carbonaute, toujours sérieux et professionnel, la pression, c'est la pression dans la combinaison. Ah putain, tu me gonfles, Alexei. Non, je gonfle, Pavel. C'était un sérieux problème. Ce n'était pas comme s'il était envisageable de faire la rentrée atmosphérique avec un passager accroché à l'extérieur. Ils y réfléchirent ensemble quelques instants avant de couper les communications avec le sol. « Bon, dit Alexei, parfaitement décidé. Je n'ai qu'à évacuer une partie de l'air de ma combinaison. Si le différentiel de pression entre l'intérieur et l'extérieur diminue, je devrais perdre en volume. Ou au moins gagner en souplesse. Mais t'as pas le droit de faire ça, c'est contraire à toutes les procédures. Il n'y a pas de procédure en cas de boursouflure du scaphandre, et faute de meilleure idée... Avec difficulté, Alexei réussit à dégager une valve de vidange qui n'était pas du tout prévue pour ça, et il commença à évacuer de l'air. Le petit panache blanc, un peu brillant, composé de son oxygène et de l'humidité de l'air qui gelait dans le vide, formant de petits cristaux, comme un brouillard gelé de l'espace. C'était joli, c'était intéressant, mais c'était aussi un peu inquiétant. Même pour quelqu'un comme Alexei Kerman, c'était quand même son air qu'il envoyait se barrer, et il en avait besoin. Il enleva les 4/5 de la pression interne de sa combinaison et n'arrêta que lorsque le bourdonnement de ses oreilles se fit trop douloureux. Il était déjà un petit peu plus souple, ses mains atteignaient à nouveau ses gants, mais il ne rentrait toujours pas dans le sas. Qu'à cela ne tienne, Alexei se retourna, fit face à son vaisseau et entra la tête la première. Les épaules touchaient, mais au moins, dans ce sens, il était capable de s'accrocher et de tirer. Et il tira. Il tira fort, il donna de grands coups, et il recommença à tirer, le tout en espérant qu'il ne déchirerait ni sa combinaison ni le sas. S'il perçait la combinaison, il n'aurait pas beaucoup de temps pour le déplorer.
S'il détruisait le sas gonflable, il lui restait une quarantaine de minutes d'oxygène pendant lesquelles il pourrait observer le module de l'extérieur, sachant qu'il n'y entrerait plus jamais, en comptant les inspirations qui lui restaient. Décidément, il était préférable de ne rien casser. Dans un grincement du plus mauvais augure, les épaules passèrent enfin, et le torse suivit en raclant jusqu'à ce qu'il soit enfin dans le boyau. Hélas, il n'avait pas terminé. Il lui restait une tâche, et pas des moindres. Il fallait qu'il se retourne pour fermer la porte extérieure. Pavel ne pouvait pas le faire depuis la cabine. Et impossible, pour des raisons évidentes, d'ouvrir la porte intérieure tant que sa petite sœur resterait ouverte sur le vide. Il était déjà essoufflé, suait comme un bœuf, et ses articulations commençaient à le faire souffrir à cause des petites bulles d'azote qui grandissaient dedans, résultat d'une décompression trop rapide. Mais il continuait malgré tout, sans s'arrêter, à faire ce qu'il avait à faire, pour la mère patrie et pour rester en vie. « C'est bon, t'as fini ?» demandait Pavel toutes les 30 secondes. Alexeï ne répondait pas, il aurait eu du mal à le faire sans être grossier. Il se contentait de poursuivre ses contorsions dans une combinaison encore trop rigide malgré la perte de pression interne. Il forçait dans un sens, dans l'autre, se cognait devant, derrière, bloquait, glissait, tournait, avançait, reculait. Il faisait tous les mouvements possibles dans cet espace exigu, à part se retourner. Au bout d'un temps qui lui parut comme le vide de l'espace, absolument infini, il réussit enfin à atteindre les commandes de fermeture du sas, et Pavel put repressuriser et ouvrir à son ami. Alexeï flotta jusque dans la cabine du petit pois, qui paraissait soudainement spacieuse à côté du sas, en enlevant son casque. Ce que la procédure lui interdisait de faire tant qu'il n'y avait pas la certitude absolue que le sas était parfaitement scellé. Mais bon, après avoir décomprimé sa combinaison dans l'espace, niveau procédure, il n'était plus à ça près. « Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur ignoble » s'exclama Pavel. J'ai un peu transpiré, répondit le carbonaute qui venait de frôler la mort. Il s'avéra, une fois au sol, lorsque les ingénieurs pesèrent le bonhomme, qu'Alexeï avait perdu pas loin de 6 litres de flotte. Chef, on perd de l'air. La porte du vaisseau n'est plus étanche. Quoi ? Heureusement que c'est une histoire vraie, hein, sinon on m'accuserait de m'acharner gratuitement sur mes personnages. Le sas avait été largué dans l'espace. Il ne restait plus que l'écoutille principale. Pendant un court instant, ils se dirent qu'ils auraient dû le garder. Mais il était impossible de faire une entrée atmosphérique avec un machin qui dépasse autant sur le côté. Il aurait brûlé, les aurait déséquilibrés, bref, ils étaient mieux sans lui. Enfin, ça va, hein, c'est tranquille, reprit Alexeï. On doit désorbiter bientôt et on a assez d'air pour finir la mission et rentrer chez nous. Ouais, enfin, faut pas qu'on loupe la fenêtre. Ah non, ça c'est sûr. Le petit pois, glissant silencieusement dans le vide spatial, à plus de 25 000 km par heure, s'approchait petit à petit du point où devait se déclencher le moteur qui les ralentirait, les laissant doucement tomber vers l'atmosphère. Une jolie courbe plus tard, il devrait se retrouver au sol, entouré des équipes de la Cité des Étoiles, chouchouté et félicité pour l'exploit qu'il venait d'accomplir. Un sourire satisfait flottait sur les lèvres des 2 carbonautes. « Ah, la désorbitation ne se lance pas », maugréa Pavel soudainement. « Quoi » s'exclama Alexeï. « Et j'ai dit, non, c'est bon, j'ai entendu, mais faut qu'on y aille là, il n'y a assez d'oxygène que pour une orbite de plus. » Il est important d'échanger les rôles de temps en temps au sein d'une équipe qui marche. Je lance la manœuvre en manuel au prochain passage. Avec un sang-froid qui forçait le respect, les 2 carbonautes allumèrent le dernier réacteur et raccourcirent la courbe de leur orbite jusqu'à la faire passer dans les couches externes de l'atmosphère. À partir de là, les molécules des différents gaz se chargeraient de freiner l'appareil pour qu'il puisse tomber vers le sol. Entre les deux, il fallait passer de 25 000 km à l'heure à 0. Pas trop brusquement, de préférence. Les premières traces d'échauffement brillèrent à l'avant du petit pois. Un plasma luminescent, magnifique, apparut sur les arêtes les plus saillantes du module. Il commençait à freiner. D'un point de vue purement physique, il s'agissait de transformer de la vitesse en chaleur. Pas trop brusquement, de préférence. « Je n'arrive pas à déclencher la séparation du module de service !» dit Pavel entre 2 secousses. « Quoi ?» s'exclama Alexeï. « J'ai dit, ça suffit.
On va être trop lourd et on va sortir de notre trajectoire. Bah oui, répondit le pilote en levant les mains d'un air désespéré. Je sais. Les deux carbonautes s'accrochaient maintenant à leur siège comme si leur vie en dépendait. Alors que les sièges ne risquaient pas de les sauver en cas d'explosion, de carbonisation, de crash, de décompression, d'asphyxie, c'était plutôt comme une présence réconfortante, comme rentrer les doigts de pied sous la couverture pour se protéger du monstre qui dort sous le lit. En laissant derrière lui un panache de flammes et de fumée, le module de service brûla pendant les premières minutes de la réentrée. Ils en étaient enfin débarrassés, mais leur trajectoire vers le sol était beaucoup trop directe. Ils entraient dans les couches basses de l'atmosphère à une vitesse bien trop importante. Et du coup, ils freinaient fort. Mais alors vraiment fort. 10 G eut envie de crier Alexei au milieu de la courbe, mais il ne pouvait pas le faire. 10 gravités. C'était toute la famille d'éléphants qui déjeunait dans un camping-car posé sur sa poitrine. Les carbonautes secouaient, ne pouvaient plus respirer, bouger, parler ou voir. Ils ne pouvaient qu'espérer que ça ne durerait pas assez longtemps pour qu'ils s'asphyxient ou qu'un vaisseau sanguin pète dans leur cerveau. La longue traînée de plasma qui transformait le module en une magnifique boule de feu dans le ciel se réduisit petit à petit et ses passagers purent respirer à nouveau. 4000 mètres avant l'impact, je déclenche la rétrofusée de freinage, dit Pavel d'une voix rendue rauque par l'effort. Il appuya énergiquement sur un bouton et Alexei serra les dents en anticipant la décélération. Il ne se passa strictement rien. Ah, elle marche pas, dit Pavel. Coup! Non, rien, c'est bon, je m'en fous maintenant. Alexei croisa les bras comme un enfant vexé. Du moins, encore engoncé dans son épaisse combinaison de sortie extravéhiculaire, il essaya. On aurait dit un T-Rex qui essayait de se gratter les genoux. Heureusement pour les deux aventuriers de l'espace, la rétrofusée de secours se mit en route sans faire de caprice, et le petit pois ralentit suffisamment pour déployer son parachute. L'atterrissage eut lieu presque normalement. C'est-à-dire qu'ils percutèrent le sol avec violence, se tassèrent les vertèbres, cognèrent sur les bleus qu'ils avaient sur le cul depuis le décollage, avant de se stabiliser dans la neige qui fumait au contact d'une capsule brûlante. « On est rentré ?» demanda Alexei. « Soit ça, soit on est mort », répondit Pavel. Lorsqu'ils ouvrirent enfin le module, après avoir attendu qu'il refroidisse, ils contemplèrent à nouveau le plancher des vaches, l'horizon, les terres du... Ah non, ils ne voyaient que des arbres. « On est où, là ?» demanda Alexei. « Juste à côté de cet arbre, » répondit Pavel en montrant un arbre. Au loin, le hurlement d'un loup retentit. « C'est une blague ?» demanda Alexei exaspéré. « Je crois pas, » répondit Pavel totalement premier degré. « On a sérieusement dévié quand même, il nous reste plus qu'à attendre les secours. » 4 heures plus tard, ils furent enfin survolés par un hélicoptère venu les chercher. La radio crachota et le pilote y répondit. « Comment ça, pas d'hélitreuillage, c'est trop dangereux ?» s'étonna-t-il. « Vous savez d'où on vient ?» Pour toute réponse, l'équipage de l'engin leur balança un colis. Alexei l'ouvrit, comme on déballe un cadeau de Noël. Il fit un peu la moue en constatant que ce n'était que des vêtements chauds. Après leur retour d'une mission historique, ils passèrent donc leur première nuit sur Carbal dans leur module, assis sur des sièges sur mesure, par une température d'à peu près -8000, au milieu des hurlements des loups. Il fallut attendre le lendemain pour qu'arrive enfin une équipe de récupération en ski. Malgré sa réussite, la mission fut un tel chaos que l'URSK mit fin au programme KV2. Le petit pois ne revolerait jamais. Ce fut son successeur qui envoya les Kerbal suivants dans l'espace. Alexei, lui, revola, et pas pour des clopinettes. Il fut le responsable de la mission qui participa à symboliser la fin d'un conflit larvé qui avait agité Kerbin pendant 2 décennies. 2 nations, qui pensaient n'avoir rien à partager, se rejoignirent dans l'endroit le plus extrême et meurtrier qui soit. 2 vaisseaux ennemis, qui se retrouvèrent dans l'espace et se connectèrent l'un à l'autre. Vous imaginez essayer de déplacer le passager d'une voiture à une autre tout en filant à 130 sur l'autoroute ? Eux, ils l'ont fait, dans le vide, à 25 000 km/h. Et ils l'ont fait à l'aide d'un système de couplage neutre, bien entendu. Pas question que l'un ou l'autre des camps se retrouve à faire la fille. Il y a des priorités dans la vie quand même. Et tant pis s'il avait fallu des mois pour le mettre au point. Il était impensable d'utiliser un système asymétrique mâle-femelle. Lorsque l'écoutille séparant les 2 vaisseaux s'ouvrit enfin, plus personne ne pensait à ces considérations.
Les deux carbonautes issus de superpuissances concurrentes se firent face avec sérieux et solennité, se mirent à sourire et se serrèrent énergiquement la main. Cela ne leur fut pas difficile. S'il y a une chose que chaque carbonaute sait pertinemment, quelle que soit sa nation d'origine, c'est que depuis l'espace, il n'y a pas de frontière sur Carbine. Juste une petite bulle de vie au milieu d'un océan de mort.